Donc, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour le projet Streambox, qui est le produit de NewStream, fondé par Jean-Marc, Vincent et Fortunat, ici présents. Donc, nous sommes la plateforme Happy Capital, plateforme de crowdfunding depuis 2013. Un de nos leitmotifs, c'est les projets à impact. Et ce soir, on vous présente un projet dont on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'impact, puisqu'il s'agit de contenants alimentaires à usage multiple, qui est donc une vraie bonne idée de notre point de vue par rapport à donc la surutilisation que vous faites autour des contenants alimentaires. On a la chance d'avoir ce soir Jean-Marc, Vincent et Fortunat qui sont chacun affublés d'une prérogative particulière. Alors Jean-Marc, je ne vais pas en dire plus, je te laisse la parole et peut-être vous pouvez vous présenter tous les trois. Et merci à tous d'être présents et merci de votre intérêt soutenu pour le projet. J'ajouterai enfin que vous êtes en phase de vote, c'est-à-dire qu'on a soumis à l'intérêt de notre communauté de 16 000 personnes votre projet et qu'il a déjà atteint 73 000 € d'intention en une semaine, ce qui est très bien parti. Donc vous allez passer en levée de fonds publique très bientôt. Et ce soir, c'est l'occasion, j'ai envie de dire, d'enfoncer le clou, puisque l'intérêt est marqué par notre communauté. Donc bravo pour ça. À vous, messieurs. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Antoine, merci pour cette présentation. Donc, je suis Vincent Duguet, le président de la société NewStream, président fondateur. Voilà, c'est une société qui a vu le jour il y a 3 ans et nous sommes une équipe aujourd'hui de quatre associés qui travaillons ardemment, on va dire, pour mettre en place notre solution. Voilà, Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Bourgeoigny, le directeur général de NewStream. Ayant un passé assez conséquent dans le milieu de l'environnement et de l'énergie, j'ai rejoint l'équipe NewStream pour essayer de développer au mieux toutes ces innovations. Bon après-midi, bonjour, de part de Fortunato Costantino. Je suis le seul non-français de l'équipe. Je suis comme un petit virus, mais j'ai passé toute ma vie dans le domaine de la pétrochimie, de l'énergie renouvelable, dans le domaine alimentaire. Pour moi, c'est un plaisir de rejoindre cette équipe française et cette start-up française qui va être le prochain disruptive venture dans le domaine international et français, naturellement. Merci Donato. Jean-Marc? Oui. On te laisse enchaîner sur notre présentation. Oui. OK. Merci. Donc, je vais vous présenter les éléments clés de la Streambox by NewStream, qui est un contenant alimentaire de nouvelle génération. Et on va vous expliquer pourquoi, sur différents aspects, on considère que c'est un nouveau contenant. D'abord, on s'intéresse un peu à la problématique aujourd'hui des emballages alimentaires qui ont une connotation très importante sur la santé humaine et sur l'environnement, qui suscitent de nombreuses interrogations et surtout de nombreux impacts. À partir de là, nous avons mené plusieurs réflexions pour mener à bien et d'apporter de nouvelles solutions en termes d'usage et de matériaux, parce que bien évidemment, on s'occupe de l'avenir de chacun d'entre nous. Notre mission avant tout, c'est de dire stop aux contenants à usage unique utilisés dans la restauration collective. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, encore même en 2020, il y a énormément de contenants à usage unique qui sont utilisés et donc il faut y remédier avec des solutions performantes. Nous sommes dans une société en pleine mutation, donc il faut apporter de réelles solutions et surtout apporter des garanties aux nombreux utilisateurs. La particularité de NewStream, tout d'abord, c'est un des poumons de NewStream, c'est notre matériau. Nous avons donc, suite à de longues années de recherche et développement, bénéficié du brevet de ce matériau qui s'appelle le VitaStream, qui est un matériau de nouvelle génération qui est basé sur un biopolymère plastique auquel nous avons ajouté des antioxydants et ainsi on améliore ses performances et surtout ça permet de garantir que c'est un matériau sain, sans effet endocrinien, même avec 100 phases de réchauffage et donc du réutilisable.
Et un autre élément clé, c'est que nous garantissons son recyclage et on peut le faire 9 fois. L'ensemble des activités de recherche ont été menées à Pau, où est basée l'entreprise, à la Technopole Hélioparc, avec les laboratoires de l'Université de Pau, que sont l'IPREM et celui du CNRS. À partir du matériau, on a défini ses caractéristiques. Il a été important pour nous de définir le contenant et donc son usage. À partir de là, nous avons développé, conçu, designé un contenant alimentaire de base qui est notre barquette Streambox, donc qui est basé bien évidemment sur ce matériau, mais qui s'intègre dans une boucle de réutilisation vertueuse que je vais vous expliquer un peu plus loin. Depuis notre développement, depuis maintenant quasiment 3 ans, nous avons travaillé sur les différents formats du Streambox. Là, je vous présente à l'écran la barquette de base avec 2 autres formats de base, qui sont une barquette compartimentée ou la mini barquette. Mais on peut également travailler sur des formats liés à des bols ou à des gobelets, à des cups. Et bien évidemment, un des autres éléments clés de notre contenant alimentaire, c'est que nous y avons inséré au sein même du contenant une puce RFID qui permet d'avoir donc un objet connecté. Pourquoi une puce RFID? C'est qu'il est important d'avoir des informations sur le plat cuisiné inséré dans la barquette. Et donc, on va pouvoir communiquer. Là, ce qui est important au niveau de l'étiquette du plat, c'est d'avoir les informations réglementaires telles que le lieu et le nom du fabricant, les dates de fabrication et de date limite de consommation, les différents ingrédients et surtout les allergènes. Cette puce permet aussi, en termes de logistique, de production ou encore de gestion des stocks, d'avoir un suivi permanent pour le gestionnaire des plats cuisinés. Et une fois qu'on a tous ces éléments clés, cette puce permet, grâce à des systèmes de scanning au cours de son usage, de maîtriser parfaitement sa traçabilité au cours du temps, de garantir ainsi la sécurité sanitaire et de bien connaître son cycle de vie. Donc, nous avons des éléments clés qui permettent de se connecter à la barquette. Nous avons développé en parallèle donc une application sur smartphone ou tablette, mais derrière aussi un logiciel ERP qui permet en fait, pour le gestionnaire des contenants alimentaires, de gérer sa production de plats cuisinés. Donc, l'élément clé finalement de son usage, c'est la boucle de réutilisation. En rouge, vous avez finalement ce qui se passe aujourd'hui avec les barquettes jetables. Le schéma classique, un producteur de barquettes, un utilisateur, une cuisine, un usager, un enfant, une personne âgée, une personne à mobilité réduite ou un consommateur lambda. Et ensuite, on envoie directement la barquette dans la poubelle. Ce que nous proposons, c'est de ne pas modifier la chaîne en tant que telle, juste de modifier le dernier élément, c'est-à-dire qu'on conserve le cuisinier, on conserve l'usager, mais au lieu de partir directement en termes de déchets ou de valorisation de recyclage comme il existe aujourd'hui, on va donc mettre en place une unité de lavage, de récupération des barquettes, de les laver et ensuite de les racheminer vers le cuisinier. La particularité de notre opération pour l'opération future menée à Pau, c'est que l'unité de lavage, on s'appuie sur une unité de réinsertion de la Croix-Rouge et on souhaite mener cette même action dans différentes grandes villes de Pau. Les marchés potentiels. Donc, la Streamloop est parfaitement adaptée pour travailler sur différents secteurs, que sont les domaines du transport, que ce soit l'aérien ou le ferroviaire, que ce soit les domaines de l'événementiel, autour des événements culturels, sportifs et des foires expositions dans les grandes agglomérations françaises, voire européennes, et aussi un autre élément clé qui est le portage de repas pour les personnes âgées, en mobilité réduite ou pour les EHPAD. L'empreinte carbone. Il est très important de pouvoir communiquer là-dessus et de comparer notre solution par rapport aux solutions existantes. Je les classerai en 2 catégories, les contenants réutilisables et les contenants à usage unique. Concernant les contenants à usage unique, vous avez les contenants plastiques et les contenants, ce qu'on appelle cellulose ou biosourcés, qui sont dans cette catégorie-là. Dans les catégories de contenants réutilisables, nous avons bien évidemment la Streambox, mais aussi des contenants qui fleurissent sur le territoire en inox ou en verre. Ce qui a été important pour nous, c'est de bien quantifier notre solution dans son usage
et donc d'étudier cette analyse du cycle de vie qui est basée sur la norme ISO 14041 et surtout de s'assurer que toutes les données prises en compte dans ces calculs ont une référence. Et 95% de nos données proviennent des données fournies par l'ADEME. Donc, la simulation que nous avons faite, c'est pour une cuisine centrale qui produit plus de 10 000 repas par jour sur une période de 3 ans. Et voilà donc les résultats que nous obtenons. La Streambox devient l'élément de référence et ainsi on pourra comparer par rapport aux autres contenants. On s'aperçoit rapidement que lorsque l'on a pris l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire les matières premières, la production, fabrication de la barquette, la partie usage et aussi le cycle de vie, on s'aperçoit que la Streambox devient l'élément de référence et on voit une répercussion très importante pour les contenants à usage unique, puisque leur empreinte carbone va jusqu'à 7 fois supérieure à notre solution. Et même les autres contenants, sur la partie réutilisable, que sont le verre ou l'inox, ont un impact carbone très important, supérieur à 2 fois et demi. On voit bien avec les différentes couleurs qu'on a vraiment pris en compte tous les éléments clés de l'utilisation et de l'usage des contenants alimentaires dans ce cas de figure. Notre impact, pourquoi adopter Streambox? C'est répondre finalement à des problématiques très importantes. La première, c'est que nous souhaitons vraiment limiter l'impact sanitaire grâce à la qualité de notre produit, donc du matériau, et grâce à notre solution de réutilisation, de limiter au maximum l'impact écologique. Nos objectifs, bien évidemment, que ce sont le zéro déchet ou le zéro gaspillage, parce qu'au-delà de l'impact carbone, on peut aussi faire des études sur les quantités de ressources, de matières premières que l'on utilise, et là, on peut atteindre des objectifs très importants. C'est aussi faire le choix d'un produit made in France, et je dirais même, j'appuierai un peu dessus sur le made in Sud-Ouest, car tous les intervenants autour de la conception, du choix du matériau, de l'utilisation et des développeurs informatiques sur la partie logicielle sont toutes des entreprises du sud-ouest de la France. Ensuite, on s'engage au travers de notre label Lucie, qui est un label RSE, sur une réelle, je dirais, problématique qui est l'empreinte carbone. Et on s'engage sur les 3 ans à venir à réduire au maximum et à atteindre presque un objectif de zéro sur notre empreinte carbone au niveau de l'ensemble de la société, de nos activités. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, en œuvrant ensemble pour un monde plus propre et plus sain. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées téléphoniques et mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires ou suite à notre discussion de ce soir, de nous apporter de nouvelles questions. Et on y répondra du mieux que l'on pourra. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Jean-Marc, merci beaucoup. C'est bien que tu laisses peut-être la présentation sur ce slide, comme ça tout à chacun peut voir ou peut prendre le temps de noter si ça te va vos contacts. Si elles viennent, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des questions que vous préférez poser en mode privé, comme ça se dit maintenant. Voilà, on a pas mal de questions qui sont déjà apparues, des questions qui nous sont venues aussi des personnes qui se sont inscrites ce soir, qu'on reprendra. Je voulais juste, moi, ajouter par rapport à ces slides donc, quelques chiffres. Donc, l'objectif de cette levée de fonds, c'est 300 000 euros. Au risque de me répéter, donc vous avez déjà des intentions pour 73 000 euros, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là ne peuvent pas aussi se positionner sur des intentions qui pourront se réaliser et se transformer en investissement dès la semaine prochaine, puisque vous serez en campagne publique la semaine prochaine. Le ticket minimum, c'est 500 euros, ce qui correspond à 20 actions de 25 euros. La valorisation est de 1 200 000 euros, ce qui veut dire que vous ouvrez votre capital à hauteur de 20%. Que dire d'autre? En termes de chiffres, voilà, vous avez prévu d'être rentable dès 2022, ce qui est ambitieux mais réaliste à l'examen de votre business plan. Enfin, relativement à la destination des fonds, donc ces fameux 300 000 que vous recherchez, et tu parles sous votre couvert, Jean-Marc, oui. On est sur une question de brevet, de propriété intellectuelle pour 20%,
une question de développement commercial auquel vont participer Fortunat qui a la casquette BizDev et puis votre autre associé dont le nom m'échappe là. Pierre-Jean. Voilà. Et il y avait encore d'autres éléments, mais sur ces 300 000 euros, c'est essentiellement donc du développement commercial et du brevet de mémoire. Voilà. Oui, c'est cela, tout à fait. S'il fallait être un tout petit peu plus précis, donc on avait aussi des achats d'équipements innovants et de la communication, du marketing. Et peut-être que Fortunat, tu pourras nous dire en quoi est-ce que le fait que les barquettes connectées sont connectées peut aussi représenter un atout marketing pour les marques qui les utiliseraient. Voilà, c'est pour rajouter, j'ai envie de dire, le côté financier. En termes de marge, vous arrivez par rapport au prix de revient de la Streambox et son prix de vente à des taux de 65% de marge brute, qui sont des jolis taux, qui permettent de couvrir des coûts fixes entre guillemets confortables, mais forcément ça demande beaucoup de R&D. On parlera aussi, j'imagine, dans les réponses aux questions des étapes du statut de votre produit, son industrialisation. Voilà, pour rajouter un petit peu de perspective financière à votre présentation, Jean-Marc. Oui. Et on reprend donc les questions qui ont été posées. Une première question autour de la place que tient la RSE dans votre entreprise. Oui, je peux répondre à ça, pas de problème, parce que je travaillais pour beaucoup de multinationales il y a 28 ans d'expérience en ça. Et on peut dire que de toute façon, nous expliquons très bien dans notre website quelle est notre police de RSE, mais naturellement, il y a beaucoup de façons de décrire ça, mais à part de la police que nous avons dans le domaine du travail, de la diversité, de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes sur le domaine du travail, etc., etc. Naturellement, la police de RSE est suivant quel est le plan d'action de la Circular Economy européenne qui donne toutes les données, toute la guide pour ça, comme on dit, for a cleaner and more competitive Europe. So, ça veut dire que si on doit faire des exemples parmi les 100, les 150 possibilités d'implémentation de RSE, naturellement, il y a du côté ambiental, passer en fournisseur d'énergie renouvelable, établir un plan de réduction des déchets, s'assurer de respecter les règles de base de la santé et de l'hygiène au travail, etc., etc. Promouvoir l'égalité homme-femme dans l'entreprise, comme j'ai dit avant. Et pourquoi pas, normalement, je suis inspiré pour laisser des entreprises qui sont déjà des acteurs depuis plusieurs années et qui peuvent donner aussi l'inspiration à nous-mêmes pour développer une pratique à partager. Et commencer à mettre en place les actions, ceux qui ont les ROI les plus immédiats, par exemple, les return on investment. Pourquoi pas? Le mieux en matière d'essai est souvent de commencer par les actions qui ont les plus forts retours sur l'investissement rapidement. Ça, c'est une façon aussi pour nous de développer la police et la politique de RSE. Alors, j'ai une autre question probablement vers vous, Fortunat, relativement à l'expansion, la stratégie d'expansion de Newstream et notamment celle à l'échelle européenne. Voilà, où vous avez un profil international qui forcément va aider à promouvoir la Streambox de Newstream dans l'Europe entière déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, naturellement, le core business et l'idée, c'est de renforcer, de consolider toute l'expérience et tout le travail que nous avons fait en France et les consolider avec des partenaires et des clients français. Mais
nous, la France est partie de l'Union européenne. L'Union européenne a des règles de la réglementation et aussi le support, la sponsorship pour faire les mêmes choses, pour transférer les modèles de Nostream dans des autres pays. Je pense les plus proches à la France, pour commencer à la Suisse, le Benelux, pays qui sont très, très sensibles et qui ont la possibilité aussi d'utiliser les mêmes outils que la réglementation ambientale européenne donne et les supports financiers aussi. De toute façon, c'est une stratégie d'expansion qui va dans la direction des partenariats, s'il est possible, partenariats industriels, avec des partenaires qui sont déjà dans un domaine similaire, qui sont producteurs de plastique ou qui sont clients de la restauration collective ou qui sont des acteurs qui vont développer une idée innovante comme la Streambox et Nostream dans un domaine qui est très mature, très consolidé, mais qui ne va pas être un domaine de développement pour le futur. Stratégie de partenariat, stratégie de développer des façons tailor-made, adaptées pour chaque pays, mais tout à fait d'identifier des partenaires locaux, internationaux, mais locaux, qui va développer le même modèle dans la même municipalité, dans la région et dans la ville. Et avec, naturellement, avec les éléments stratégiques que nous avons expliqués dans la présentation avant. Ok, merci beaucoup. Jean-Marc, tu m'avais fait la confidence que peut-être en Hollande, vous aviez un relais déjà. Oui. Et Fortunat, j'imagine que côté Italie, vous allez savoir quoi faire. J'imagine que vous avez des acquaintances avec soit le Tessin en Suisse, soit l'Italie. Naturellement, l'Italie, ça va sans dire. Ça va sans dire. Voilà. Je voulais éviter de nommer l'Italie parce que c'est l'Italien là qui veut immédiatement. Non, mais pas du tout. Et d'ailleurs, Donato, je voulais vous dire merci de faire l'effort de vous exprimer en français. J'imagine que vous maîtrisez bien mieux l'anglais. Et merci pour ça, ça doit pas être facile. Jean-Marc, tu peux nous dire un mot sur les différents pays, peut-être les premiers, et puis après, on abordera d'autres sujets. Oui, je reviendrai effectivement sur les mêmes pays qu'a signalé Fortunato. Effectivement, le Benelux, on a un point relais basé en Hollande, à Utrecht, qui est devenu un business développeur pour Nostream, qui s'investit pleinement, et il a déjà beaucoup travaillé sur la partie événementielle. Donc, c'est des opportunités. Donc, effectivement, sur le développement européen, c'est une chose qui a été mise en place maintenant depuis 4-5 mois et on commence à avoir des retours très positifs. Ok. Alors, on a une question de M. Boucher, puisqu'on a abordé les 3 premières. La Streambox coûte combien de fois plus cher que le contenant jetable? Est-ce que c'est suffisamment précis pour être répondable ou... Oui, on a fait bien évidemment des calculs économiques là-dessus, puisqu'on travaille avec de nombreux clients potentiels. Et c'est bien évidemment une étude comparative qu'on nous a donnée à chaque coup, qu'on nous a demandé. Donc, le prix de l'usage de la Streambox, parce que je pense qu'il est important de préciser la façon dont a été construit notre business model, c'est qu'on veut en fait louer notre barquette, nos contenants à l'usage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le comparer le coût de l'usage au coût de revient d'un contenant jetable. Et aujourd'hui, nous avons des coûts équivalents. C'est-à-dire que, par exemple, une barquette GN 1/4, largement utilisée de la restauration collective, coûte environ 18 à 20 centimes suivant les quantités. Et aujourd'hui, le coût de l'usage de la Streambox est de 20 centimes également. Sauf qu'elle est utilisable N fois. 100 fois. Et donc, on a effectivement les coûts de logistique et de lavage qui viennent s'ajouter à ce coût d'utilisation. Mais de l'autre côté, pour le contenant jetable, il y a d'énormes coûts qui sont liés au traitement des déchets et surtout à l'impact carbone. Aujourd'hui, cet impact carbone est suffisamment réduit. On n'a pas encore une évaluation précise en termes de coûts, mais il y aura des coûts dans l'avenir qui vont devenir très importants. Ok. Alors, une question autour des éléments distinctifs. On peut dire voilà ce qui vous démarque en termes de valeur ajoutée par rapport à la concurrence. C'est large comme question. Oui, déjà, un des éléments clés, c'est que nous avons un contenant alimentaire réutilisable, mais surtout connecté.
Et la grosse différence, la grosse plus-value par rapport à tous les systèmes que l'on voit fleurir sur le territoire national, entre autres, et même un peu en Europe, c'est que personne aujourd'hui a une puce intégrée au sein même de la barquette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de design, de conception avec le mouliste avec qui nous avons travaillé, c'est qu'il va pouvoir intégrer directement la puce au cours de la fabrication de la barquette. Donc ça, déjà, c'est de dire on maîtrise un objet connecté. Donc, c'est une différenciation par rapport à nos concurrents. Nos concurrents, on sait qu'il y a des choses qui vont être ajoutées avec des puces RFID à l'extérieur, mais ils n'ont aucune garantie sur la logistique et surtout l'impact du lavage dans le temps. Concrètement, cette puce, Jean-Marc, Oui. si j'ai un bœuf bourguignon dans mon contenant alimentaire Streambox réutilisable 100 fois, Oui. je peux avoir la composition du plat en rapprochant mon smartphone de la puce. Oui, tout à fait. L'application permettra Par exemple. de se connecter. Oui, tout à fait. Et je L'application peux savoir d'où vient la sauce, d'où vient la viande, d'où viennent Voilà. les carottes. Exactement, c'est des données qu'on pourra intégrer dans l'étiquette alimentaire du plat cuisiné. Et bien évidemment, lorsqu'on travaille avec nos différents clients, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que c'est du bio, que c'est du produit local, que c'est des produits labellisés. Et tous ces éléments feront partie intégrante de l'étiquette du plat cuisiné. Merci beaucoup. Peut-être une question maintenant pour Vincent, qui est votre caution matérielle. Hein. J'espère que ce n'est pas réducteur, Vincent. Non. Au-delà du fait que vous êtes président. Avez-vous des capacités de design, conception pour d'autres formats Streambox, partenariat technique avec des bureaux ou des expériences personnelles? Alors, pour ce qui est de la conception, aujourd'hui, on travaille avec un partenaire local qui est un injecteur qui fabrique aujourd'hui des pièces plutôt pour le milieu médical. Et donc, ce partenaire local a trois capacités, on va dire. Déjà, ils savent faire du design. Ils ont un bureau d'études pour faire du design. Ensuite, une fois que le design de la barquette est fait, ils ont une unité qui fait de la conception. La conception, c'est la conception d'un moule, la fabrication du moule, donc la réalisation du moule. Et ensuite, ils font aussi l'injection, donc la fabrication des barquettes. Donc, effectivement, ce partenaire, on va dire 3 en 1 intégré, c'est le mot qu'on emploie, ce partenaire intégré nous aide à mener à bien tous nos développements. Et effectivement, si on veut concevoir un nouveau produit, voilà, on a un partenaire sûr, local, avec une fabrication locale. On privilégie aussi la fabrication locale, Jean-Marc en a parlé, et c'est pour ça qu'on s'est entouré de gens compétents. Voilà. J'imagine que votre expérience de 25 ans vous a permis de tisser les réseaux bien. Oui. Au travers de mon expérience, je viens de l'industrie de la plasturgie qui fournit l'agroalimentaire. Pour être simple, je fabriquais des emballages pour Danone, Yoplait, etc. Et donc, effectivement, je travaillais avec des bureaux d'études de mon ancienne société. J'ai un certain nombre de connaissances et j'ai aussi un certain nombre de relations et de fabricants locaux qui peuvent prendre le relais si notre fabricant local est un petit peu surchargé. Voilà. On a des solutions de backup aussi en local qui nous permettraient de répondre à une augmentation de production. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est sûr. On espère. Voilà. On a la solution qui est en place et donc voilà. Ok. Ici, il fallait. Excusez-moi, il doit y avoir un écho chez quelqu'un. Peut-être couper vos micros si vous voulez bien. S'il fallait donner une barrière à l'entrée versus les concurrents pour l'offre Streambox, ce serait laquelle, Vincent? Alors aujourd'hui, la grosse barrière à l'entrée, je pense que c'est notre matériau. C'est notre matériau, mais je veux dire, les deux grosses barrières, c'est le matériau et la puce RFID. La puce RFID intégrée et un matériau breveté qui d'ailleurs est un peu convoité parce qu'on a eu quand même des demandes d'industriels de la plasturgie qui voudraient utiliser notre matériau. Mais aujourd'hui, nos valeurs nous permettent pas, nous autorisons pas à mettre sur le marché du plastique. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre sur le marché l'ensemble de notre prestation pour pouvoir effectivement récupérer ces barquettes et les recycler. Voilà. Ça c'est une volonté. Et effectivement, les barrières d'entrée sont notre matériau.
parce que personne n'a ce type de brevet. Et en plus, je vais signaler quand même, Jean-Marc l'a pas dit tout à l'heure, c'est que le brevet, nous allons avoir la licence exclusive pour l'instant sur la durée de vie de notre entreprise. Et l'objectif à court terme, c'est de racheter le brevet. Voilà. D'accord. Et VitaStream, c'est quoi exactement la particularité de ce matériau, si vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est un matériau, c'est pas un matériau biosourcé. On pourra en parler longuement, mais c'est pas le sujet. Notre VitaStream est un matériau pétrosourcé, issu d'un polymère pétrosourcé. Mais la différence avec les autres pétrosourcés, c'est qu'à l'intérieur, on met des additifs qui sont des additifs naturels, des antioxydants naturels. L'antioxydant, il a, comme pour tous les matériaux, comme par exemple pour le fer, on met de l'antirouille dessus. L'antioxydant, c'est ce qui stabilise les matériaux. Et nous, notre antioxydant, il est naturel. Dans les autres matériaux, dans les autres plastiques divers et variés, c'est l'antioxydant qui se propage et qui migre dans les aliments. Et c'est lui qui amène les perturbateurs endocriniens. De ce fait, comme nous avons des antioxydants naturels, on n'a plus d'apparition de ces perturbateurs endocriniens. Voilà. Ok, c'est clair. Alors, les étapes des prochains mois, quelles sont-elles? On essaye déjà, on a défini 4 voire 5 étapes principales, mais dans les prochains mois, je dirais que pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on va lancer la production donc des contenants alimentaires sous format barquette pour l'été 2021. Et on va de suite enchaîner avec un essai grandeur nature avec la ville de Pau, les cuisines centrales de la ville de Pau, pour alimenter des cantines scolaires ou du portage de repas. Et ainsi, on aura pendant plus de 6 semaines à 8 semaines un essai grandeur nature. Ensuite, cet essai sera dupliqué puisque la ville de Toulouse ou encore un grand groupe de la restauration collective comme le groupe Nord-Est est intéressé d'expérimenter nos solutions. En parallèle, il va falloir qu'on alimente aussi 2 expérimentations qui vont être réalisées dans 2 grandes villes de France avec 2 d'autres partenaires, dont un qui souhaite pour le moment rester discret, parce que bien évidemment, le réutilisable prend de l'essor en France et chaque expérimentation se doit d'être bien efficace et de bien développer les solutions au moment opportun. Alors, Jean-Marc, vous parlez d'expérimentation à Pau, ça veut dire concrètement que vous allez fournir vos Streambox faites de VitaStream avec les puces RFID pour les cantines scolaires, par exemple? Voilà, tout à fait. On va faire un test avec la cuisine centrale de la ville de Pau sur 2 cantines pour alimenter environ l'équivalent de 500 repas par jour. Et ce test sera réalisé durant 6 semaines. L'objectif, bien évidemment, c'est de tester sur tous les éléments clés de la StreamLoop. Déjà, le remplissage, de voir que tout se passe bien, les connexions, les scannings qu'on fera pour la logistique. On pourra avoir un suivi en temps et en heure de toutes les barquettes. Et ensuite, le transport, s'assurer que la logistique, la barquette est bien adaptée. Et aussi l'unité de lavage, puisque c'est un élément clé de la boucle de réutilisation, de s'assurer que, en termes de sécurité sanitaire, tout est bien respecté. Ok. Alors, on a une question autour de la raison de la levée de fonds ou des raisons de levée de fonds. On a évoqué donc cette partie brevet, cette partie développement commercial, cette partie communication déjà. Donc, on comprend bien vos enjeux en termes de propriété intellectuelle et de développement commercial. Tout ça me paraît normal et sain, rationnel en tout cas. On a peu évoqué la question de l'exit potentiel de nos investisseurs du soir. Et justement, il y a une question autour de l'entrée d'un investisseur de type industriel à votre capital à terme. Si oui, sous quelles conditions? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous donner un horizon, même si on le sait, il est juste probable, enfin c'est hypothétique, vous ne pouvez pas vous engager, j'imagine, sur une date comme ça, mais un horizon en tout cas. Non. Je pense qu'on a donné quelques éléments de réponse depuis le début de cette visioconférence. Effectivement, on a été approché surtout suite à l'excellent article qui est paru dans les Échos en fin 2020, fin octobre, début novembre. Et du coup, on a été énormément contacté par des industriels parce que, bien évidemment, avoir un matériau breveté sans effet endocrinien donc attire du monde. Ce qui est important pour nous, on a des contacts avec des industriels de l'agroalimentaire, mais on veut vraiment choisir cet industriel qui réponde aux valeurs de l'entreprise. Et donc, on ne veut pas devenir un simple producteur de plastique pour retrouver notre plastique dans les océans. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait adéquation entre cet investisseur
ce partenaire industriel, pour que ça réponde vraiment à notre valeur de base qui est de travailler sur le réutilisable des contenants alimentaires. Ok. Ensuite, l'objectif, bien évidemment, c'est de travailler sur une levée de fonds conséquente ou avec un partenaire industriel ou sur un fonds. Et ça, c'est envisagé sur les 2 à 3 ans à venir. Et donc, dans ces 2 à 3 ans à venir, l'arrivée d'un industriel, imaginons qu'il ratisse, c'est pas le bon terme, il n'est pas joli, mais la table de capitalisation, ça pourrait être l'occasion pour nos investisseurs du jour d'être des exiteurs et cash-outers de demain, si j'ai bien compris. Exactement, voilà. C'est cela. Ok, la rentabilité des Streambox, on en a parlé, mais c'est vrai que c'était intéressant votre point de dire qu'il s'agit d'une location. Hein, c'est au-delà du fait qu'on a compris 65% de taux de marge brute, il y a un sujet de location, c'est-à-dire que vous faites votre Streambox et après vous la louez sur 12 mois. Ça, ce sont des contrats d'1 an, Jean-Marc? Non, ça va être des contrats plutôt de 2 à 3 ans, parce que ça va être souvent des marchés publics ou autres. Et donc, si on veut vraiment pérenniser et surtout atteindre les sans usage, la référence de base de l'utilisation de nos barquettes, ce sera sur des contrats à minima de 3 ans. Alors justement, ça me vient comme ça, excusez-moi, c'est pour utiliser 100 fois une barquette, il faut la posséder pendant 3 ans? C'est-à-dire que si on raisonne sur la boucle de réutilisation, il y a toutes les phases de logistique, les phases de collecte et de lavage. Donc, on a fait des calculs, on a fait des simulations, on a même travaillé avec de potentiels clients et on est arrivé quasiment à un usage par semaine, à minima. Ok, ce qui fait 52 x 3, un peu plus que ça. Alors non, on n'est pas sur 52 semaines d'utilisation par an. Il y a des vacances, c'est vrai. Voilà. On n'est pas sur les 52 semaines d'utilisation. D'accord. Et effectivement, on est plutôt sur 23-25 semaines d'utilisation. Ok. Bon, j'ai une question de M. Boucher qui reprend un peu ce qu'on vient de dire. Qui sont les grands industriels, si tu peux en citer, Jean-Marc, ou concurrents que votre brevet pourra intéresser un jour? C'est pas possible d'en citer, non? Si, on peut dire on a été approché par le groupe Proplast qui a racheté, qui a fusionné avec plusieurs sociétés dans le groupe Nutripack et les fameux verres EcoCup. D'accord. Donc ils veulent, mais la discussion que l'on a eue, la première discussion, c'était ils ne s'intéressent que aux matériaux. Et nous, dans le développement de nos streams, c'est pas ce que l'on souhaite faire. Et là, on enclenche des discussions parce qu'ils ont également des contenants réutilisables, parce qu'ils disposent en fait, comme tout grand producteur de plastique, ils disposent énormément de moules et ils veulent rentabiliser leurs moules. Donc il faut qu'on trouve à bon escient, je dirais, le moyen de travailler ensemble, à condition qu'on respecte la réutilisation du contenant. Pour nous, ça c'est primordial. Ok. On a un autre industriel qui est un énorme sous-traitant pour le groupe, par exemple Haribo. Et la problématique de travailler ensemble, c'est comment on envisagerait la récupération des contenants des bonbons pour envisager une boucle de réutilisation. Donc c'est loin d'être simple. C'est pour ça que nous avons choisi des marchés très ciblés, que j'ai présenté tout à l'heure, où là on est sûr que notre barquette, finalement, on va pouvoir mettre en place la Streamloop et on va pouvoir assurer ce service de location et toutes les prestations annexes. Donc on rappelle, la Streamloop, c'est l'accompagnement logiciel de service qui permet de suivre à la fois la logistique, le recyclage et où est la barquette. Un peu, s'il fallait faire une analogie rustre, un peu comme quand on suit son colis sur Amazon. C'est exactement le même principe. Exactement. Okay. Et pour le gestionnaire des plats cuisinés, c'est très important parce qu'il va pouvoir ainsi gérer ses stocks, gérer le suivi des contenants, savoir quelle quantité est lavée, quelle quantité sera lavée, quelle quantité est distribuée et avoir une maîtrise totale. C'est pour ça que la barquette connectée a un lien direct avec le logiciel ERP que nous avons développé. Et donc, dans le business model, il y a aussi de la vente de software avec une marge contributive qui est évidemment supérieure encore à celle de la location de la barquette, j'imagine, et qui donc contribue à expliquer ce taux de marge brute de 65%. Oui, effectivement, le logiciel est compris dans l'offre et on s'est rendu compte en travaillant avec eux. Aujourd'hui, ils font beaucoup de choses sur le papier. Ils notent leur production sur papier. Ils ont pas forcément de système. C'est ce qui va permettre aussi la barquette connectée, c'est d'avoir des scannings et ainsi quantifier en temps et en heure toute leur production. Ok, clair. Alors maintenant, on a quelques questions autour des inscriptions en fait qui sont arrivées à mesure que
les 30 personnes, même 40 personnes se sont inscrites. On va aller un peu vite parce qu'il nous reste 18 minutes si ça vous va. Alors comme il y en a toujours qui arrivent, je suis un peu perdu dans les questions. Voilà, vos emballages sont-ils déjà disponibles à la vente pour des services de consigne sur Paris ou Lille, Monsieur Graffan? Non, à ce jour, rien n'est disponible. Nous sommes en cours de réalisation du moule. On aura des objets au début de l'été. Ok. Mais on ne pourra pas les retrouver à la vente, si j'ai bien compris. Ah oui. On ne pourra pas les avoir à la vente directe ou chez un grand distributeur. Tu as raison de souligner ça, Jean-Marc. On rentre vraiment dans un cycle différent de ce qui se fait aujourd'hui. On va rappeler, on n'est pas des vendeurs de plastique, on est des vendeurs de solutions d'utilisation d'emballage plastique. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. On ne vendra pas les barquettes, on les louera. Enfin, ça a deux avantages. C'est qu'on peut suivre nos barquettes, on peut savoir où elles sont. Ça, c'est un avantage pour nous. Et ensuite, il y a une récurrence. Jean-Marc parlait de contrats de 3 ans. Quand on fait un contrat de 3 ans, on s'assure une récurrence et un chiffre d'affaires stable. Alors ça, ces deux choses-là sont importantes pour nous. Ok. Une question de Stanislas. Comment les barquettes sont-elles recyclées avec la puce RFID? Alors, je vais prendre la réponse. Aujourd'hui, les barquettes sont mises dans un circuit, comme on vous l'a expliqué. Dans ce circuit-là, nous avons la maîtrise. À la fin des 100 utilisations, grâce à la puce RFID, on sait qu'on est à 100 utilisations. On récupère ces barquettes et le transformateur qui est ici chez nous au Pays Basque, à Cambo-les-Bains, pour ne pas le citer, le transformateur récupère ces barquettes et les regranule. Et avant de les regranuler, on poinçonne l'endroit où il y a la puce RFID pour récupérer la puce RFID. Et on est en train justement de réfléchir à des réutilisations de ces puces RFID parce qu'elles ont une durée de vie qui est 10 fois supérieure à ce qu'on fera avec nos 100 utilisations. Voilà. Et donc, les barquettes regranulées, parce que quand on les met, quand on les récupère, on peut les granuler et refaire des nouveaux plastiques. On les réintégrera dans nos nouvelles barquettes sur un volume à peu près de 20%. Ok. Bon, merci. Alors, une question de Monsieur Lévy. Votre concept s'adresse-t-il à la restauration à emporter? J'aurais tendance à dire non, dans la mesure où c'est très compliqué de gérer le retour des barquettes, ainsi que les quantités de stock à gérer et la logistique globale. Il y a énormément de petites sociétés en France qui fleurissent sur ce mode de réutilisable pour les plats emportés. Nous avons choisi de ne pas y aller parce que on a fait pas mal de simulations, de calculs, on a fait des petites enquêtes terrain et on s'est rendu compte que c'est beaucoup trop compliqué à gérer et donc après aussi de récupérer la facturation. Donc on préfère travailler avec soit des collectivités territoriales, soit des industriels traiteurs avec qui on aura aussi une assurance de revenus et de paiement de nos factures. Alors, une question de Monsieur Lamertin. J'espère que je prononce bien votre nom, monsieur. Pensez-vous que votre plastique pourrait remplacer les bouteilles plastiques d'eau, etc., qui polluent nos océans? Première partie. Et deuxième partie, vous mentionnez qu'il est à base de polymères. Sont-ce des polymères naturels type cellulose ou des polymères synthétiques? Alors, je vais répondre là-dessus. Sur la première question, remplacer les bouteilles qui polluent nos océans, non, c'est pas le même matériau. On peut faire des bouteilles avec, mais pas pour la même utilisation. Aujourd'hui, les bouteilles qui polluent nos océans, c'est parce que c'est des bouteilles à utilisation unique. Voilà. Donc, notre barquette, c'est pas une barquette qui est dédiée pour faire de l'utilisation unique. C'est des barquettes qui sont prévues pour faire 100 utilisations. Et comme vous avez parlé de la mer, notre plus grand objectif, Jean-Marc et Donato, c'est de ne jamais voir une de nos barquettes justement dans l'océan. La deuxième question, c'était sur le matériau. Le matériau, en fait, il est pétrosourcé. On ne va pas sur le biosourcé, alors pour des raisons diverses et variées. L'avantage de notre matériau, comme je disais tout à l'heure, il est pétrosourcé, mais il est avec des additifs naturels qui préviennent la formation de perturbateurs endocriniens. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais… Si, c'est ça. Alors, c'est synthétique, mais il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. C'était le point antioxydant que vous évoquiez tout à l'heure.
Juste, je souhaiterais amener une précision. Aujourd'hui, les biosourcés, il n'existe pas de biosourcé pur à 100%. C'est toujours un pétrosourcé accompagné d'un biosourcé. Et en plus, un biosourcé est loin de répondre aux mêmes contraintes et aux mêmes caractéristiques que notre matériau. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, un biosourcé ne tient pas en température et donc dans une phase de réutilisation, on ne peut pas les utiliser plusieurs fois. Ils ne tiennent pas dans le temps. Nous, ce que l'on doit amener auprès de nos clients, c'est une fiabilité. C'est pour ça que le matériau a nécessité quasiment 5 années de recherche et développement pour garantir sa fiabilité dans le temps et dans son usage. On rappelle, hein, la recherche a été faite avec le CNRS et l'Université de Pau. Tout à fait. Voilà, dont vous venez. Alors, une question de monsieur Aboul Kassimi. Bonsoir, monsieur. Quel est le capital actuel de la société? Quels sont les détenteurs? Ça, je peux prendre si vous voulez, messieurs. Donc, actuellement, 25% aux 4 cofondateurs que vous êtes, Donato, Vincent, Jean-Marc et monsieur Marcel. Et Pierre-Jean, oui. Et Pierre-Jean. Et demain, donc le dispositif de la table de capitalisation sera à la faveur des 300 000 euros recherchés, 20% pour les détenteurs de ces 300 000 euros et 20% pour vous 4. Voilà. Et donc ça, ce sont des informations que vous avez, monsieur Aboul Kassimi, sur notre site www.api-capital.com, dont on a le plaisir de vous annoncer d'ailleurs qu'il est revenu en ligne après avoir eu quelques tracas strasbourgeois ces derniers jours. Et donc, vous pouvez toujours donner une intention et aller chercher les précisions que vous n'aurez pas trouvées ce soir, bien que nous, comme les 3 fondateurs ici présents, sont à votre disposition pour toute question. On est là pour ça, bien sûr. Alors, Isabelle, peut-on couper avec des couverts métalliques dans la barquette sans l'endommager et endommager la puce RFID? C'est très pratique comme question. Non, c'est une question très intéressante puisque beaucoup de nos clients potentiels nous le demandent. Effectivement, ça va être un peu la problématique du réutilisable avec un matériau plastique, c'est-à-dire qu'il va marquer, donc on va pouvoir couper dedans et après à l'usage, ça c'est le retour des consommateurs qui vont nous dire ce qu'ils va l'apprécier ou pas. Mais en tout cas, on a renforcé la zone où sera installée la puce RFID. Donc on a anticipé d'éventuels coûts. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce soit dans le domaine, par exemple, ferroviaire ou aérien, on n'a pas le droit à des objets métalliques dans ces transports-là. Dans l'événementiel aussi, on évite des objets métalliques. Donc, c'est souvent des couverts qui sont soit en bambou, soit encore, et malheureusement, je dirais, en plastique, mais qui sont moins tranchants pour le matériau. Ce que je voudrais rajouter par rapport à la puce RFID est intégrée dans la matière. C'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas sur le dessus ou sur le dessous. D'accord? Donc, elle est vraiment intégrée au milieu de la matière. Elle fait partie du matériau. Donc, effectivement, avec un couteau, on ne pourra pas l'atteindre, à moins de percer la barquette, effectivement. Mais elle est protégée à 100% puisqu'elle fait partie de la barquette intégrante. Ok, merci. Est-ce que vous avez intégré la possible baisse future de la restauration collective? Alors, je propose que vous donniez la tendance, justement, et puis que vous nous disiez ce qu'il est entendu par restauration collective et quels sont les sous-ensembles de la restauration collective, parce que j'ai l'impression que voilà, on entend un peu self d'entreprise ou cantine alors que c'est plus large. Et puis après, il y a une question autour de avez-vous envisagé de vous concentrer sur le matériau et ses autres usages? Voilà, donc 2 questions un peu différentes de monsieur Harari. Alors, est-ce que vous pouvez répéter parce que je ne la vois pas, celle sur la restauration collective? Ouais, avez-vous intégré la possible baisse future de la restauration collective dans votre business plan, j'imagine? Ah, je pense que cette question est liée à la restauration collective d'entreprise. Mais la restauration collective, de façon plus globale, intègre tous les marchés que nous avons cités jusqu'à présent et sur lesquels nous avons ciblé donc notre développement. Effectivement, on se doute bien qu'aujourd'hui, avec cette crise de Covid, le travail à domicile va se généraliser, ou du moins ça va être une nouvelle façon de travailler. Mais il existe des opportunités qui sont en pleine vocation et en plein développement dans les entreprises, en dehors des restaurations collectives, qui sont les fameux frigos connectés. Donc là, il y a un marché qui est en train d'exploser là-dessus parce que c'est référent à des produits locaux. Mais nous ne visons pas que la restauration collective d'entreprise. On vise aussi l'événementiel, le culturel, les foires expositions. Et là, je pense que
notre économie, notre façon de vivre fait qu'il n'y aura pas de baisse sur ces marchés-là. Quand on a échangé sur votre projet, Jean-Marc, vous évoquiez un nombre de repas par jour qui peut représenter un marché, donc de la restauration collective. Ah oui. Quel était-il? C'est un marché qui est évalué à plus de 35 millions de repas par jour. Ah, donc on après, voilà, on peut le répertorier sur différents marchés que l'on a évoqués jusqu'à présent. Mais là, vous parlez de la France seulement, Jean-Marc. Périmètre France. Voilà. Ok. Oui. Donc, périmètre européen, c'est juste. Alors, on a des chiffres sur la restauration collective qui viennent des grands groupes de la restauration, mais aussi des industriels ou autres. Quand on avait fait l'étude de marché, on avait des chiffres. Alors attention, il y a eu cette crise du Covid, donc il faut relativiser. Mais les chiffres sur les 3-4 dernières années étaient une progression comprise entre 7 et 9% du marché de la restauration collective à l'échelle française et européenne. Ok. Alors, on va un petit peu accélérer. Est-ce qu'il y aura d'autres usages du matériau ou pas qui sont envisagés? Votre polymère synthétique qui n'attaque pas le système endocrinien. Voilà. Alors, d'autres usages, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi, mais aujourd'hui, ce matériau, il est dédié à l'agroalimentaire, on va dire. Et effectivement, on peut l'utiliser. On est toujours dans la même idée. Hein. Par exemple, on peut fabriquer une bouteille plastique avec un bouchon, avec une puce RFID pour une utilisation un petit peu différente. Mais on est toujours dans la même idée. Il faut qu'on soit dans un circuit fermé et l'idée de récupération et de réutilisation reste très importante. Mais c'est un polymère comme les autres qui peut être utilisé dans divers endroits. Mais ça n'a pas. Il y a des applications qui n'ont pas de sens. Il y a d'autres matériaux qui sont plus adaptés. Voilà. Ok. Merci. Après, si vous pensez à quelque chose de spécifique, on peut répondre. Mais je ne sais pas, monsieur Harari, n'hésitez pas. N'hésitez pas à préciser votre pensée. Ouais. Alors, la date de rentabilité espérée, là encore, ce sont les informations qui sont disponibles sur le site. Vous êtes break-even, on va dire rentable. Donc, on le disait, je l'ai dit un peu après votre présentation, dès 2023 dans votre plan prévisionnel. Alors, monsieur Delpy qui pose une question. Afin de pouvoir récupérer la barquette, il vous faut travailler avec la restauration collective et non à emporter. Ouais, on y a répondu, il me semble, tout à l'heure. Oui, donc c'est tout bon. Ouais, le à emporter, c'est difficile, puisque vous évoquiez les services logistiques avec les différents prestataires qui pourraient s'en servir. Voilà. Effectivement. Alors, question investisseur, quel est le business model? On en a pas mal parlé, donc autour de la location, du software, etc. Quels seront les prix versus alternatives, en particulier barquettes jetables, recyclables, compostables? Donc ça, on en a parlé. Finalement, le prix, il est compétitif en regard des barquettes jetables, puisque vous évoquiez 20 centimes, Jean-Marc, et donc 20 € de location pour un an. Et je dirais même, je rajouterais, si je puis me permettre, ultra compétitif par rapport au biosourcé. Parce que le biosourcé, il y a des barquettes qui vont arriver, elles sont extrêmement chères. En termes de, juste pour avoir un ordre de grandeur, aujourd'hui, si vous avez 1 kilo de matière classique, même de grade médical, un biosourcé coûte entre 5 et 6 fois plus cher. D'accord. Donc finalement, Nostream a réussi la prouesse d'aligner les intérêts de la planète avec le capitalisme. C'est ce qu'on peut considérer, effectivement. C'est chouette. Je pense que ça, c'est des business qui peuvent marcher. Alors, question investisseur. Je voudrais savoir si le transport pour la consigne des contenants alimentaires se fera avec l'électricité. Alors, sur la partie logistique, effectivement, on nous avait posé cette question sur le site d'Happy Capital. On a recherché des solutions en termes de transport. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la logistique. On a signé un contrat cadre avec le groupe La Poste parce qu'ils se sont engagés en termes de développement durable à avoir un bilan carbone, zéro carbone sur la partie transport. En parallèle, on cherche, nous également, d'autres solutions parce que certaines collectivités intramuros, on va dire, vont vouloir des solutions beaucoup plus dites écologiques, en tout cas aujourd'hui. Et on travaille avec des sociétés développant des triporteurs électriques, donc ils vont pouvoir être utilisés dans les grandes agglomérations. Triporteurs, c'est les vélos, c'est quoi? Ouais, c'est les vélos, des tricycles sur lesquels il y a des caisses derrière, sur lesquels on pourra gérer la logistique. Ok. Voilà. Et alors,
Monsieur Corsaro qui pose la question, en fait, pose une question de manière générale sur les inductions annexes sur l'environnement de votre produit. Hein. C'est bien normal parce que on comprend qu'il est écologique, votre produit, mais s'il entraîne des choses qui ne le sont pas, voilà, c'est forcément un peu vain. Et donc, il pose aussi la question de savoir si vous pouviez parler un peu du produit de nettoyage et de son impact écologique. Ah bah les solutions de nettoyage, on peut pas non plus choisir n'importe quel produit. Bien évidemment, il y a des réglementations qu'il faut suivre. Et dans ces réglementations, il y a des produits plus ou moins écologiques. Et on favorisera bien évidemment celui qui aura un impact limité sur l'environnement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'on a une phase de lavage, reconditionnement qui est très importante dans notre boucle de réutilisation, on ne pourra pas utiliser n'importe quel produit. Et on ne pourra pas favoriser le côté écologique par rapport à l'efficacité et donc à la qualité de lavage, parce qu'il y a un côté sanitaire à respecter. Parce que alimentaire, bien sûr. Et oui. Ok. C'est un élément clé sur lequel on nous a demandé de bien travailler, puisque nos partenaires veulent avoir des garanties. C'est pour ça qu'aussi on a choisi des équipements, on a choisi des produits. Et les phases de lavage, il y a quasiment 3 phases clés: le pré-lavage, le lavage, mais surtout dans le cas des contenants plastiques comme le nôtre, la phase de séchage. Et c'est sur ces paramètres-là, au-delà même des produits que l'on va utiliser, qu'il va falloir être très rigoureux. Ok, bon, il nous reste 2 minutes, on a 2 questions, et puis je voudrais qu'après vous concluiez, si vous voulez bien, chacun. Monsieur Boucher qui pose une question sur l'option d'achat finalement à la suite de la location. Donc la question, c'est: la barquette louée reste donc la propriété de Nustream tant qu'elle est louée, et est-ce que vous la facturez à l'utilisateur s'il ne la rend pas à la fin de la location? Alors, nous, déjà, l'utilisateur final, dans notre mode, les cibles choisies, l'utilisateur, lui, n'aura pas la possibilité de la récupérer, cette barquette. Comme on disait tout à l'heure, on va pas s'intéresser aux plats emportés. Donc, l'usage de nos barquettes, ce sera vraiment dans des circuits fermés, comme le portage de repas géré par les collectivités ou les sociétés de sous-traitantes. Mais dans le domaine de l'aérien ou autre, comme le ferroviaire, ce sera aussi des circuits fermés. Donc, le client n'aura pas à, je dirais, à porter une consigne, mais juste à utiliser la barquette. Ok, donc à la fin, il n'y a pas d'option d'achat ou... Non, il n'y en aura aucune. La réponse est non. Ok. Monsieur Ducasse, sur votre bar chart des solutions alternatives, donc c'est un des slides que vous avez présenté, Jean-Marc, il faudrait comparer le coût d'utilisation et ajouter le biosourcé compostable. Le plastique jetable, ça ne va pas forcément disparaître, mais ça reste le moins de loin, je pense, et c'est le challenge actuel. Allez-y. Alors, j'ai mené avec notre collaboratrice, donc Alison Marie, tous les travaux sur l'analyse du cycle de vie. Et le biosourcé compostable, contrairement à ce que l'on peut penser, ça reste à usage unique et donc un déchet. Même s'il est compostable, ça a un impact énorme sur l'environnement. Donc, ce n'est pas une solution d'avenir, contrairement à ce que l'on peut penser, parce que la biosourcé, on le voit sur le slide que j'ai montré, il y a l'empreinte carbone, mais un analyse de cycle de vie, on étudie aussi l'impact sur l'eau. Il faut savoir que les matériaux biosourcés, pour les produire, il faut 350 fois plus d'eau que un matériau classique pétrosourcé. Donc l'image que l'on a un peu nature, finalement, il est complètement faussé lorsqu'on fait un réel calcul d'analyse de cycle de vie. Ensuite, dire que le plastique à usage unique restera la solution, le plastique jetable, non, parce que les lois européennes et les lois françaises traduites même dans d'autres pays vont interdire ce type de pratique. Ça a déjà commencé en 2021 avec la suppression des couverts en plastique et des choses comme ça. Des pailles. Des pailles, etc. Ouais. En fait, la conclusion de ça, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc, nous, on considère que le biosourcé, le biodégradable, le biocompostable, c'est pas la voie qu'on a décidé de prendre. Nous, on parle du réutilisable et du recyclé. Recyclable, mais recyclé. Et je rajouterai sur tout ce qui est biosourcé, il y a une problématique qui monte, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pesticides qui sont utilisés pour l'agriculture que ces biosourcés seront chargés en produits nocifs et donc avoir un effet endocrinien. Ok, bon, on peut en débattre longtemps. Oui. Merci Jérôme, en tout cas, pour votre question. Super question.
couvre plein de champs, mais il est 31. Alors, Nicolas, un partenariat avec un prestataire de type Hélice pourrait avoir du sens. Ils pratiquent la location, ils connaissent le monde de la restauration. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion, messieurs? Oui. Pourquoi pas? Moi, désolé, Hélice, je les vois pas dans la restauration collective, je les vois sur d'autres. Je ne savais pas qu'ils travaillaient, donc c'est une très bonne information. Et donc, Nicolas, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à les transmettre aux équipes, avec plaisir. Ouais. Elior, on a déjà eu des contacts avec Elior. Effectivement, ça fait partie des possibilités qui ont un circuit en boucle fermé et qui pourra utiliser notre solution. Ok. Bon, on prend plus de questions si ça vous va. Moi, je voulais vous dire merci, messieurs, du temps que vous avez bien voulu nous consacrer à expliquer votre projet. Merci pour votre pugnacité et pour voilà, l'équipe complémentaire que vous formez. Je vais vous laisser la parole. Je vais juste rappeler que donc, vous êtes en levée de fonds très bientôt sur Happy Capital, qu'il est encore temps de donner son intention pour vous porter un peu plus vers la levée de fonds publique qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, positionnez-vous sur une intention minimum de 500 €, assortie d'une réduction d'impôt de 18 à 25%, parce qu'on ne sait pas encore si la Commission européenne va reconduire les 25% de réduction d'impôt l'année prochaine. On saura ça très bientôt. En tout cas, c'est 18, c'est sûr. Donc, vous mettez 500 €, vous recevez un crédit d'impôt de 500 fois 18% l'année qui suivra donc cet investissement, ce qui réduit le risque. Et donc, la page projet est disponible sur happy-capital.com. Et merci encore. Je vous laisse l'occasion de conclure. Fortunat, Vincent. Écoutez, moi déjà, je remercierai tous les gens qui sont là pour leur intérêt. Vraiment, merci. C'est bien de voir qu'il y a pas mal de monde qui porte intérêt à notre solution. Maintenant, nous, on est très investis dans ce qu'on fait. On croit vraiment à ce qu'on fait. Moi, je viens du milieu de la plasturgie. Je pense que c'est une solution d'avenir qui répond à beaucoup de questions qui sont posées et qui vont arriver par les lois à venir. Et voilà, on va travailler dur pour arriver à mettre tout ça en place et à comment dire, à valider toutes ces recherches et tous ces développements qui ont été faits. Jean-Marc, vas-y. Déjà, je remercie l'intérêt que vous portez au développement de nos streams. J'ai noté qu'il y avait pas mal de questions très, très intéressantes qu'on a longuement débattues. Donc, j'invite l'ensemble des personnes à nous envoyer des questions si on veut qu'on discute plus, je dirais, profondément, qu'on détaille plus nos réponses, parce que je pense qu'il a fallu répondre à toutes les questions. Et effectivement, je dirais, n'hésitez pas à nous suivre et à nous pousser, puisque si vous êtes des investisseurs dans nos streams, vous aurez une petite carte à jouer, parce que chacun pourra, je dirais, avoir un petit impact dans le développement de nos streams. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Naturellement aussi, de mon part, j'améliorerai mon français aujourd'hui en écoutant ces webinaires. Et c'est vrai, les questions sont très intéressantes. Je voudrais seulement reconduire rappeler que VitaStream, c'est le matériau, Streambox, c'est le produit, le StreamLux, c'est le service. C'est une solution complète que nous offrons et que nous offrons en France maintenant et que nous irons offrir aussi au dehors de la France très tôt. Et naturellement, comme je dis, sur les supply chains, sur la chaîne de valeur des opérateurs industriels, nous sommes prêts à discuter partenariat sur la partie initiale de la chaîne, qui sont les producteurs de plastique, sur la partie au milieu, qui sont la logistique, les supply et l'élevage, mais surtout aussi avec des partenaires qui sont dans le domaine de la restauration collective, qui sont à la fin de la chaîne de valeur. C'est pour ça que c'est très intéressant de mettre ensemble toutes ces opinions, ces commentaires, ces questions, pour améliorer aussi la compréhension de la direction qu'on doit prendre dans le futur à niveau international. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous Merci trois. Merci aussi à vous, Antoine et Maël. Avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Bravo à vous. À bientôt et bon appétit à tous. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.